3, 2, 1... Et voilà, lundi soir, j'ai fait mon premier live Twitch. C'était complètement fou. Merci à tous ceux qui étaient au rendez-vous. Jamais je n'aurais pensé que vous seriez si nombreux. J'ai trop kiffé. Merci encore. Ceux qui n'étaient pas là, ne vous en faites pas. Ce n'était pas le dernier. Regardez le planning. Tous les matins, il y a les all-time teams sur les réseaux. Et là, cette semaine, je vais streamer mercredi et samedi. Bon, là, la vidéo que j'ai planifiée le mercredi, peut-être que vous la verrez le mardi soir. Je sais pas. Si j'arrive à être assez en avance, vous le savez, ce sera encore mieux. Mais pour le reste, vous le voyez, ça nous permettra ensemble le mercredi de décider du sujet de la prochaine vidéo YouTube, puis de la débriefer une fois qu'elle sera parue le samedi. Pas mal non comme planning. Puis quoi qu'il en soit, même si ça ne vaut pas le direct, j'ai décidé, pour ceux qui n'étaient pas là, de faire des petits résumés, qui paraîtront le mercredi, ou le mardi pour cette fois-ci, si la vidéo sort dans les temps. Ça permet à tout le monde de au moins partiellement rattraper le bazar, et je trouve que c'est cool. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout simple à monter un best-of d'un live qui dure plus de 2 heures, donc soyez tolérants, et comme d'habitude, faites-moi vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça va parler du play-in. Avec la communauté, on a évoqué les différents match-ups, on a analysé les forces en présence et on a fait nos prédictions. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Quelles équipes vont sortir victorieuses du Play-in Tournament? On va parler de chaque match. On va commencer par 9 et 10 à l'Est, on va commencer par la conférence Est aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est comparer à chaque fois les lignes arrière, les lignes des ailiers, les lignes des pivots, les coachs, la forme du moment même, ou bien les affrontements qu'il y a eu entre les deux équipes. Je vous mets ça d'ailleurs ici. Hop, on va comparer tout ça. Moi j'ai déjà une idée, à chaque fois, j'ai une idée de qui je veux faire gagner. Mais j'ai envie en fait d'avoir vos avis. Qui a les meilleurs arrières, qui a les meilleurs ailiers, qui a les meilleurs pivots, qui a les meilleurs coachs, qui vous pensez qui vont gagner. Et avoir quelques arguments, parce que pourquoi pas, vous pouvez vraiment me faire changer d'avis aussi. Donc voilà, les arrières que j'ai pris chez les Pacers. On a Malcolm Brogdon, on a TJ McConnell et on a Justin Holiday. Donc on a quand même 3 arrières solides. Malcolm Brogdon en playmaker, TJ McConnell en petite teigne défensive et Justin Holiday qui est un bon scoreur, qui défend aussi. Et du côté des Hornets, on a Terry Rozier, on a LaMelo Ball et on a Devonte Graham. Là c'est pareil, hein, on a 3 mecs qui se complètent super bien. On a Terry Rozier qui a fait une excellente saison en tant que franchise player. On a LaMelo Ball qui a fait une saison rookie de ouf, avec un playmaking de malade, il fait des passes, moi elles me font halluciner. Et on a Devonte Graham qui a percé la saison dernière, qui a pas fait forcément mieux cette saison, mais qui est toujours très très présent, hein, donc moi là-dessus, je donne l'avantage aux Hornets. Parce que je trouve qu'on a 3 joueurs très complémentaires. À Indiana aussi, on a des joueurs complémentaires, mais il y a une espèce de talent, et en fait, LaMelo Ball a fait une saison excellente. Après, c'est une question de préférence, hein, parce que j'adore l'intelligence de Brogdon, j'adore le côté teigne de McConnell, donc c'est compliqué de choisir, vraiment c'était très serré, mais je donne un petit avantage aux Hornets parce que j'adore Terry Rozier, parce que j'adore LaMelo Ball. Je sais pas, ça mérite, j'ai envie, mais bon, après je mets le approve de Hornets, mais le mettre aux Pacers, pour moi, il n'y a pas de blasphème du tout. Et avec le fait que Brogdon est incertain pour ce play-in, ça confirme encore plus mon choix. Les ailiers que j'ai mis aux Pacers, donc on a Caris LeVert, on a Doug McDermott et on a Oshie Brissett, qui lui, c'est la grosse surprise qui depuis peu est titulaire. Oshie Brissett, c'est 12 points par match et 6 rebonds sur les 10 derniers matchs en jouant 28 minutes. Et donc voilà, à comparer avec les ailiers des Hornets, qui sont assez complémentaires aussi, hein, il y a du beau monde. On a Miles Bridges, le dunker fou, on a PJ Washington, qui fait une saison de sophomore très correcte, et Jalen McDaniels, qui, lui pareil, en tant que sophomore, qui a progressé tout au long de la saison. Gordon Hayward est blessé, ouais, il sera pas revenu. Il a une grosse blessure au pied et il va bien manquer en Hornets, c'est dommage. Pour moi, Caris LeVert, c'est un bien meilleur joueur que n'importe quel joueur que j'ai mis des Hornets là. C'est un mec qui peut être un franchise player, rien que pour lui j'ai envie de mettre Pacers. Avantage Pacers, vous m'avez pas convaincu. Effectivement, personne ne m'a convaincu, mais là, en plein montage, je viens d'apprendre que Caris LeVert, qui était blessé, manquera l'intégralité du play-in. Du coup, je mets peut-être avantage Hornets sur les ailiers, mais ça ne change pas mon avis global sur ce match-là. Ensuite, on parle des pivots. J'ai mis Domantas Sabonis et Goga Bitadze chez les Pacers. J'ai mis Cody Zeller et Bismack Biyombo chez les Hornets. Après bon, ils sont complémentaires, hein, Cody Zeller et Biyombo. Il y en a un qui est fort en attaque, qui a de bonnes mains, Biyombo qui défend bien. Sauf que pour moi, il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo. L'avantage Pacers au pivot, je vois pas qui va limiter Sabonis. Biyombo, il va essayer, hein, mais ça va être un peu juste. Donc ça va être bien chaud, je pense, de limiter Sabonis. Pour les coachs, là par contre, je trouve qu'il y a un vrai duel. Donc ouais, on a Bjorkgren qui stratégiquement fait de belles choses, mais qui a un peu perdu... En fait, la communication est très mauvaise et il a un petit peu perdu la confiance de ses troupes, de ce que j'ai lu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sur la sellette.
Et on a de l'autre côté, on a Borrego, qui a sûrement un effectif moins fort que celui des Pacers, mais qui en fin de saison, ça a été plus compliqué pour lui, notamment depuis la blessure de Hayward. Et même avec la blessure de Ball, même si Ball est revenu, ça a été très compliqué, je trouve, pour Borrego de trouver des adaptations. Donc en fait, je trouve qu'il y a quand même vrai duel entre Borrego et Björkgren, mais c'est vrai que pour moi, et là vous avez raison dans vos arguments, ce que je vois, c'est que Borrego, il a l'air vraiment d'avoir son vestiaire derrière lui. Ça, c'est une remarque qui me plaît bien. Apparemment, on va pas débattre des heures, vous êtes tous pour Borrego. Et moi aussi, je suis pour Borrego. Hop là, on approuve Borrego. Et enfin, on parle de la forme générale. Ce qu'on voit, c'est que les Pacers ont fait une victoire de défaite contre les Hornets cette saison. Par contre, les Hornets, là, ils ont une forme qui est exécrable. Et c'est très dur pour eux depuis la blessure de Gordon Hayward. Là, ils restent sur 5 défaites de suite. Les Pacers, c'est pas non plus beaucoup mieux. Pour moi, la clé, ça va être Domantas Sabonis. Qui peut arrêter Domantas Sabonis? Parce que les arrières, l'avantage est pour les Hornets, mais c'est serré. Tout le reste, on a mis l'avantage aux Pacers. Donc franchement, les Pacers, ils auraient presque pu dominer à tous les postes. Il n'y a qu'au coaching où les Hornets, on leur a donné l'avantage. Mais qui va arrêter Domantas Sabonis? Dites-moi. Sabonis, trop intelligent, sans défenseur sur lui, je vois pas. Et là-dessus, je suis d'accord. Hein. Donc voilà, moi je le dis tout de suite, je fais passer les Pacers. En tout cas, de toute façon, même le chat me confirme que les Pacers, a priori, sont favoris. La clé du côté des Pacers, ça va être Sabonis. La cohésion, ça va être la clé du côté des Hornets. Donc finalement, ça peut faire quand même un gros match qui va être très intéressant à suivre. J'ai quand même choisi les Pacers, donc je vois les Hornets s'éliminer dès demain soir. On passe à un gros duel. On va parler des arrières. Pour commencer, on a Kemba Walker, Marcus Smart et Peyton Pritchard d'un côté. J'aime bien, hein, on a Kemba Walker qui est un ancien franchise player avec les Hornets, justement. On a Marcus Smart qui fait partie des meilleurs défenseurs au poste d'arrière de la NBA. Peyton Pritchard qui fait une bonne saison rookie. Et les arrières des Wizards, j'ai mis Westbrook, qui fait une saison de ouf. Bradley Beal, qui est le deuxième scoreur de la NBA. Et Ish Smith, qui est un très bon meneur aussi. Un slasher, qui est intelligent. On aurait pu rajouter Raoul Neto aussi, mais Smith joue plus que Neto ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? On est d'accord hein, avec Westbrook et Beal. Kemba Walker qui fait une saison décevante. Marcus Smart, je l'aime bien. Hein. Voilà, on est d'accord. Washington, pas photo. Allez, on enchaîne. On enchaîne les ailiers. On a Jason Tatum, on a Evan Fournier, me dites pas qui joue arrière, et Grant Williams, du côté des Celtics, et du côté des ailiers de Washington, on a Davis Bertans, on a Rui Hachimura, et on a Chandler Hutchinson. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas photo non plus. Hein. Davis Bertans, j'adore ce joueur. C'est un super shooter, mais qui a fait une saison qui était très irrégulière. Rui Hachimura, que j'adore aussi, hein. Regardez, il y a son maillot derrière, j'adore aussi, qui est très complet, très polyvalent, mais qui va tester Jason Tatum? Ah oui, Hachimura est bon, bien sûr. Mais est-ce que Hachimura, il peut rivaliser avec Jason Tatum? Et puis on parle même pas de Evan, hein, qui à mon avis, d'autant plus avec la blessure de Jaylen Brown, va apporter de bonnes choses. Donc ouais, on est d'accord. Clac, approuvé les Celtics. Les pivots. Tristan Thompson et Robert Williams d'un côté. Donc Tristan Thompson qui vieillit mais qui a une grosse expérience des playoffs, qui est un très bon rebondeur. Robert Williams qui est une super surprise. Et Daniel Gafford qui fait une bonne deuxième partie de saison et qui est bon depuis qu'il est à Washington. Dommage que Scott Brooks le fasse pas plus jouer. Et Robin Lopez qu'on connaît, cette espèce de tronc d'arbre d'une violence folle. Pour moi il y a duel. Robert Williams et Daniel Gafford, c'est deux jeunes qui peuvent apporter beaucoup. Tristan Thompson et Robin Lopez, tous les deux ont de l'expérience. C'est vraiment un des match-ups sur lequel j'ai eu du mal à me décider. Au départ, j'avais tendance à mettre les Celtics quand même. Mais sur la forme du moment, les pivots des Wizards, je les trouve très forts. Et en fait, c'est surtout que je vois beaucoup plus de Wizards aussi. Donc là-dessus, je vous fais confiance. Et on va voter les Wizards. Donc pour l'instant, ça nous fait 2-1. Et maintenant, les coachs. Brad Stevens, qui cette saison, j'ai trouvé très décevant, même si elle a une vraie expérience des playoffs, qu'il a beaucoup râlé après ses joueurs, plutôt que de réfléchir à trouver des adaptations tactiques. Ça m'a déçu. Et Scott Brooks, qui regarde Westbrook jouer, et qui regarde Bill jouer, et qui bench Gafford. Donc ouais, moi c'est deux coachs qui me déçoivent. Ce duel des coachs, hein, il fait pas rêver du tout. Maintenant, on va niveler le truc vers le bas. Brooks fait des choix assez incompréhensibles, et Stevens, mine de rien, même si sa saison est décevante, a une sacrée expérience des playoffs. En fait, le truc, c'est que Stevens, en plus de ça, on est sévère, parce que l'an dernier, il s'est fait vraiment out-coacher par Eric Spoelstra, mais il reste un vrai coach qui a montré des choses, et j'ai plus confiance en playoff en Stevens qu'en Scott Brooks. Donc j'approuve Stevens. Maintenant, la forme, ce qu'on voit, c'est que les Celtics... Après, les Celtics ont fait jouer pas mal l'équipe B ces derniers temps, et ils ont gagné 2 victoires cette saison face aux Wizards. Les Wizards, eux, ils ont perdu 2 fois. Par contre, ces derniers temps ont une meilleure forme. La clé, ça va être qui va défendre sur Tatum. Hachimura va avoir beaucoup de taf, je pense. Mais surtout, qui va arrêter les deux arrières des Wizards, en fait. Qui va arrêter Westbrook et Bill. En fait, l'absence de Jaylen Brown, je trouve qu'elle fait énormément de mal à ces Celtics. Qui va arrêter Bill? Donc peut-être Marcus Smart va se mettre sur Bill. Mais qui va arrêter Westbrook? C'est pas Walker qui va arrêter Westbrook. Marcus Smart, il pourra pas défendre sur les deux arrières des Wizards, quoi.
En fait, moi, le souci, c'est que je trouve c'est que cette équipe des Celtics, elle est super aléatoire. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas gagner cette saison, c'est ce que je disais dans une vidéo récente. Cette saison, ils peuvent pas gagner s'il n'y a pas un exploit de Tatum ou un exploit de Brown. Vu que Brown est blessé, donc là, quoi qu'il arrive, pour gagner, il faut un exploit de Tatum. Et pour moi, ça va se jouer à ça. Sauf que là, un exploit de Tatum, il peut peut-être même être contré par un exploit de Brown, ou un exploit de Westbrook, ou un exploit de Bill. Donc ouais, c'est chaud, hein, je trouve. C'est chaud, parce que déjà, pour que les Celtics gagnent, il faut un exploit de Tatum, et il faut espérer que Westbrook et Bill ne fassent pas un exploit aussi fort. Donc ouais, il y a plein de défauts pour moi dans cette équipe des Wizards. Ça joue... il n'y a pas vraiment de fond de jeu non plus. Mais le fond de jeu des Celtics, je le trouve pas génial non plus. Donc, les individualités des Wizards avec Jaylen Brown... Il y aurait eu Jaylen Brown, j'aurais choisi les Celtics. Mais sans Jaylen Brown, je pense que ce sera les Wizards qui vont se qualifier. J'ai tranché, c'est mon pronostic. Après, dans ce match, de toute façon, je pense qu'on peut lancer une pièce à pile ou face. Et on verra bien. C'est vrai que si Bill met plus de 45 points, il gagne pas. Mais bon, il suffit qu'il en mette 44 peut-être. Là, on qualifie les Wizards face aux Nets, et les Celtics vont avoir une deuxième chance, du coup, contre les Pacers, qui ont gagné le premier match-up qu'on a donné tout à l'heure contre les Hornets. Donc on va continuer, on va finir la conférence Est avec ça, pour savoir qui sera le deuxième qualifié, et donc qui jouera contre Philadelphie au premier tour. On reparle des arrières, je vais pas vous les redécrire, je répète, on a Kemba Walker, Marcus Smart et Peyton Pritchard d'un côté, on a Brogdon, McConnell et Justin Holiday de l'autre. En fait, la forme de Brogdon et le fait qu'il soit incertain m'inquiète. Kemba Walker, ça reste Kemba Walker, on a Marcus Smart qui est un chien en défense, on a Peyton Pritchard qui m'a beaucoup plu cette saison, et on a l'expérience des Celtics. On donne l'avantage aux Celtics, messieurs, dames. Alors, les ailiers. Jason Tatum, Evan Fournier, Grant Williams d'un côté, Caris LeVert, Doug McDermott qui n'est pas blessé, et Oshie Brissett de l'autre. Ailier, aucun débat Celtics, on est d'accord, hein. Caris LeVert, j'adore, mais Jason Tatum, c'est un autre level. Fournier, c'est meilleur que McDermott. Grant Williams, bon, c'est Grant Williams. Bon, Oshie Brissett, j'aime bien aussi, mais c'est quand même pas un joueur sur lequel on peut compter. De toute façon, comme je le disais, les Celtics, pour moi, ils dépendent vraiment des exploits de Tatum. Mais Tatum est au-dessus des autres, quoi. Hein. On donne aussi l'avantage aux Celtics, c'est réglé, on va pas y rester 50 ans non plus. Hein. Les pivots. Les pivots, est-ce qu'il y a vraiment débat là encore? On a Tristan Thompson et Robert Williams contre Domantas Sabonis et Goga Bitadze. Un Miles Turner aurait fait du bien dans cette série, c'est clair. Mais les Celtics, c'est quand même leur point faible, le poste de pivot. Donc Sabonis devrait se faire plaisir. Maintenant, est-ce qu'il va tout dominer? Je pense moins que contre les Hornets. Mais il est au-dessus, hein. Donc là-dessus, c'est bon. C'est bon, je vous ai compris, comme disait l'autre. Et donc les coachs, encore compliqué, hein, un duel des coachs qui est pas très beau. Brad Stevens, qui comme on l'a dit est décevant cette saison, et Nate Bjorkgren qui a un peu perdu la confiance de son groupe. Encore une fois j'ai mon idée, mais je suis pas ultra convaincu dans le duel des coachs. Maintenant je pense que j'aurai le même argument que précédemment face à Scott Brooks pour ce qui est Brad Stevens. Stevens ne peut pas se faire out-coacher par un coach qui coache pas. Stevens qui a plus aimé dans son vestiaire, Stevens et Stevens encore. Allez on approuve du côté des Celtics. Bon, ça donne vraiment une tendance dans ce duel. Hein. Moi j'aime bien justement avoir ces petits visuels là, parce que c'est parlant. Parce que c'est parlant. On voit directement que les Pacers, s'ils veulent gagner, ça passera par un gros Domantas Sabonis. C'est le seul endroit où ils ont l'avantage. Alors que les Celtics, ils ont quand même beaucoup plus d'armes. Entre le coach, entre Jason Tatum et entre les arrières polyvalents, c'est pas mal. Alors c'est sûr que la forme des Seas est pas top, depuis que Jaylen Brown est blessé. Mais comme je le disais, ils ont beaucoup fait jouer les remplaçants, quoi. Voilà, hein, de toute façon, on va partir là-dessus. Moi, je vais miser Celtics, pour plusieurs raisons. Parce que les Pacers, je trouve qu'ils ont que alors les pivots vont dominer, enfin Sabonis va dominer, mais les Seas ont quand même plus d'armes, je trouve, et ils ont un Tatum qui a quand même un niveau fou furieux que personne peut approcher du côté des Pacers. Donc ça va être un match potentiellement serré. Le coaching, je le mets quand même vraiment à l'avantage des Seas. Et en plus, je vais vous le dire, j'ai vraiment trop envie de voir une revanche entre les Celtics et les Sixers au premier tour. Et donc, on valide les Celtics là-dessus. Memphis et San Antonio. On va faire comme d'hab, on va comparer les arrières. On a d'un côté Ja Morant, on a Desmond Bane et on a DeAnthony Melton. Bon, on a Ja Morant, l'ancien Rookie of the Year, et Desmond Bane qui est un bon rookie, DeAnthony Melton qui fait le taf. Et de l'autre côté, on a Dejounte Murray, qui est un joueur que j'adore, on a Patty Mills et son expérience, et Lonnie Walker, que je ne reconnais absolument plus depuis qu'il a plus de cheveux. Morant trop au-dessus. Alors trop au-dessus, je dirais pas ça. C'est vrai que parmi tous les arrières qui sont là en photo, c'est celui qui est le plus au-dessus. N'empêche que Murray, attention à pas dormir dessus. Murray fait quand même une grosse saison de son côté, hein, et a progressé dans tous les domaines. C'est un mec qui peut jouer des deux côtés du terrain, qui est de plus en plus adroit, qui est de plus en plus intelligent. Maintenant, je trouve quand même que Ja Morant, en mode comme ça, élimination directe, peut être très fort. Et je sais pas, je suis très hésitant, hein, moi, vraiment. Allez, je mets les deux. Ja Morant est supérieur à Murray. Dire que Murray ne lui arrive pas à la cheville, comme je le lis, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'en plus de ça, derrière, il y a l'expérience de Patty Mills. Même si Desmond Bane est bon, il y a moins d'expérience du côté des guards de Memphis.
Donc voilà, vu que Ja Morant est meilleur que tous les autres, et les Grizzlies ont un avantage, vu que Dejounte Murray a Patty Mills derrière lui et son expérience de playoff, même s'il vieillit, hein, je valide les deux. Je me mouillerai à la fin, hein, mais sur les guards, je me mouille pas. Les ailiers, on a Brandon Clark, on a Kyle Anderson et on a Dillon Brooks. De l'autre côté, on a DeMar DeRozan, on a Rudy Gay et on a Keldon Johnson. Alors Spurs, il n'y a pas photo, je trouve qu'il faut pas parler trop vite. C'est vrai que DeRozan et Rudy Gay, DeRozan c'est un ancien All-Star, Rudy Gay il a jamais été All-Star, mais il a souvent frôlé quand même les sélections, et Keldon Johnson, même s'il est irrégulier, fait une très bonne saison. À première vue, clairement avantage aux Spurs. Par contre, attention à Memphis, parce que Brandon Clark, même s'il fait une saison où il me déçoit un peu, il est quand même un joueur très intelligent, on a Kyle Anderson, slow-mo, qui à chaque fois qu'il joue contre les Spurs déchire tout, contre son ancienne équipe, et on a Dillon Brooks, qui même s'il se prend un peu trop pour Kobe des fois et shoot dans tous les sens, peut scorer à fond quoi. Je pourrais encore mettre un approuve de chaque côté, parce que, encore une fois, on a l'expérience des Spurs, contre vraiment pas mal de talent du côté des Grises. Mais ouais, là cette fois-ci, pour l'expérience, mais aussi pour la saison de DeRozan, là-dessus j'hésite pas. Et je mets les Spurs. Par contre, sachez-le, les ailiers des Grises me font vraiment kiffer aussi. Les pivots. On a Jonas Valanciunas et Jaren Jackson Jr. contre... Et là, ça fait un peu plus peur. Jakob Poeltl, non. Tout mon respect pour Jakob Poeltl, qui fait une saison très propre, très efficace, notamment en fin de saison. Et Drew Eubanks. J'aurais pu mettre Gorgui Dieng aussi. Mais face à Valanciunas et Jaren Jackson Jr., qui même s'il a manqué les 3 quarts de la saison, est un super joueur, Jonas Valanciunas fait une fin de saison de malade mental. On n'hésite pas trop longtemps là-dessus. C'est approuvé pour les Grises. Maintenant, le coach. Et là, on a quand même 2 coachs que je kiffe. On a Taylor Jenkins, qui, déjà la saison dernière, je trouve, a fait des miracles avec Memphis et continue un petit peu sur son élan. Alors il fait pas beaucoup mieux, mais il fait pas moins bien non plus, et je trouve qu'avec cet effectif, ce qu'il fait avec les Grises, c'est super cool. Et on a Greg Popovich, quoi. Pop. Et ouais, forcément, je le vois partout. C'est vrai, hein. Autant j'adore Taylor Jenkins, mais comment on peut mettre quelqu'un d'autre que Pop pour un match aussi important? Approuvé. En tout cas, c'est sûr. Memphis a une meilleure forme, même si les Spurs ont des excuses. Et les Grizzlies ont gagné 2 matchs sur 3. Je suis partagé là encore. Moi j'aurais peut-être dit les Spurs à l'expérience de DeRozan, mais on a Morant. Enfin vraiment, là je trouve que c'est vraiment le moment où il faut lancer une pièce à pile ou face quoi. Allez, il faut se mouiller, donc on va mettre les Spurs. Et puis de toute façon ils avaient 3 approved contre 2. Donc la différence elle se fait là. Vu que je me suis pas mouillé pour les arrières, la différence se fait là. Ce match-là, j'ai vraiment envie de le voir. On va parler des arrières des Lakers. Là, je vous ai mis Dennis Schroeder, je vous ai mis Kentavious Caldwell-Pope, je vous ai mis Wesley Matthews, j'aurais même pu mettre THT, Talen Horton-Tucker, j'aurais pu mettre Alex Caruso aussi. Mais bon, vu j'ai décidé d'en garder 3, on n'en garde que 3, c'est ces 3-là que j'ai mis. De l'autre côté, on a Steph Curry, on a Jordan Poole, et on a Juan Toscano Anderson, la petite surprise du chef qui joue pas mal en ce moment. Alors bien sûr que ça fait mal au cœur de voir que c'est une affiche de play-in. Maintenant, moi, ce qui me rassure aussi, c'est de savoir que le perdant aura quand même une chance de se qualifier. Contre les Spurs, du coup, vu qu'on a choisi les Spurs. Alors les arrières, est-ce qu'il y a vraiment photo? C'est ça, j'aime bien Schroeder, et puis j'aime bien la profondeur qu'il y a chez les arrières des Lakers. Mais le problème, c'est que tous vont pas pouvoir jouer. Et forcément. Stephen Curry, il écrase tout le reste. Donc on passe au suivant, on passe à la suite. Et les ailiers, je pense que ça va aller très vite. Ça va aller très vite aussi. On a LeBron James, on a Anthony Davis, et on a Kyle Kuzma du côté des Lakers. Et du côté des forwards de Golden State, on a Andrew Wiggins et Kelly Oubre, qui sont quand même des bons joueurs, et Ken Bazemore que j'ai mis ici. Est-ce qu'il y a débat? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre du temps? Non, ça ne vaut absolument pas le coup, d'autant plus que depuis, on a appris que Kelly Oubre Jr., c'est officiel, ne pourrait pas participer au Play-in Tournament. Pourtant, Andrew Wiggins, alors je sais que j'ai pu être sévère avec lui dans certaines vidéos, mais je trouve quand même que défensivement, il fait du gros boulot. En attaque, il a un côté un peu timide qui me dérange, j'aimerais qu'il se mouille un peu plus, mais il fait quand même une belle saison. Mais bon, face à AD et face à LeBron, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Let's go pour les Lakers. Et les pivots maintenant. J'ai mis André Drummond et Montrezl Harrell, j'aurais aussi pu mettre Marc Gasol, parce que Frank Vogel va varier, de temps en temps ce sera Gasol, de temps en temps ce sera Harrell en fonction des match-up. Là, face à ce match-up là, je pense qu'il fera plus jouer Harrell que Gasol, parce que Harrell a une petite taille qui me paraît plus intéressante, même s'il a des vrais problèmes défensifs, contre Draymond Green et contre Kevin Looney. Lakers. Et ouais, moi aussi je vais mettre les Lakers, parce que même si Draymond fait une saison très bonne en tant que playmaker, en tant que meneur de jeu presque, qui défend bien,
Qui va marquer des points chez les pivots? Là, on a Drummond qui, même s'il manque d'intelligence de jeu, va pouvoir prendre ses 15 rebonds par match. Harrell en Energizer qui va pouvoir tout péter. Et je rappelle, il y a aussi Marc Gasol sur le banc qui va empêcher les Lakers de prendre des rebonds et de marquer des points. Donc là-dessus, je mets l'avantage aux Lakers, clairement. Maintenant, on va parler des coachs. On a Kerr qui a une grosse expérience, c'est sûr, mais qui cette saison a décidé de pas trop adapter son plan de jeu. La saison de Kerr, c'est peut-être la première saison qui questionne un petit peu depuis qu'il est coach, parce que la saison dernière, on va pas la compter vu l'effectif qu'il avait. Et Frank Vogel, qui est juste le coach champion en titre, quoi. Les Lakers ont la meilleure défense de la NBA, c'est clair, mais il faut voir la défense des Warriors aussi, qui sont top 5 dans le defensive rating, avec des joueurs que j'attendais pas non plus. Donc attention aussi à la défense de Kerr, qui est souvent sous-cotée. Je donne l'avantage à Kerr là-dessus. Tout ça parce qu'il a plus de titres que Frank Vogel. Mais ça peut se discuter vraiment. Hein. Les deux sont des vrais coachs défensifs. Maintenant, Vogel a l'avantage aussi d'avoir des meilleurs joueurs que Steve Kerr. Et en fait, Vogel, moi je vais juste lui donner un petit point négatif, qui est léger, hein, mais qui existe. Parce que quand AD et LeBron se sont blessés, bon, le pauvre, il a eu aussi Dennis Schroeder qui s'est blessé. Les Lakers sont vraiment coulés. Quand Kerr, lui, a toujours réussi à un peu plus bricoler en fonction des absences, j'ai l'impression. C'est vraiment... Et j'essaie de me raccrocher aux branches hein, pour justifier Steve Kerr. Parce que Frank Vogel a laissé couler les Lakers, mais bon, qui n'aurait pas pu couler avec LeBron et AD blessés. Maintenant, c'est le moment de trancher. Bon, sur la forme, on voit que quoi qu'il en soit, les Lakers et les Warriors, c'est deux teams qui ont fini par des séries de victoires. On a LeBron qui a fait une petite rechute à la cheville dans les matchs d'hier, mais qui a l'air de bien revenir. Et on a Anthony Davis qui revient pas en super forme, qui fait des très bons matchs, mais qui est assez irrégulier. Par contre, il apprend à jouer avec Drummond, et je trouve ça intéressant. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense clairement. Sur une série, il n'y aurait pas eu photo. Sur une série en 7 matchs, il n'y aurait pas eu photo. Les Warriors, peut-être qu'ils auraient pu en gagner un ou deux. Mais sur une série en 7 matchs, les Lakers sont tellement dominants. Il y a beau avoir Curry, hein, qui est peut-être le meilleur joueur de la NBA actuellement. Mais voilà, l'effectif des Lakers est vraiment beaucoup plus complet. Anthony Davis, je pense, va avoir un gros rôle défensivement. Bien sûr qu'un coup de chaud de Curry peut tout changer. Et ça va être la clé. Est-ce que Curry va prendre un coup de chaud ou pas? Et en fait, la clé, elle va être là. J'ai hâte de voir si AD sur des switches va pouvoir gêner Curry. Je pense qu'il peut le faire. Et donc, ouais. La raison va me faire pencher pour les Lakers hein, sur cette série, clairement. Parce qu'ils ont un effectif plus profond, un effectif plus complet. Et il y a trop de secteurs dans lesquels les Lakers peuvent détruire les Warriors, quand les Warriors vont compter essentiellement sur Stephen Curry. C'est pas Draymond Green qui va marquer 40 points? Ça va être compliqué, quoi. Ouais, Juan Toscano, j'aimerais bien qu'il plie l'affaire. Juan Toscano, Michael Mulder, ça va être compliqué pour eux, quoi. Soyons un peu réalistes. Comme je dis, sur un match, tout est possible. Mais en vrai, les Lakers sont juste meilleurs que les Warriors. Les Lakers qui sont au complet, les Warriors, il manque Klay Thompson pour toute la saison. Et en plus, Kelly Oubre, maintenant, il sera pas là. Je vois pas comment on peut dire que les Lakers ne sont pas favoris. Donc maintenant, je dis pas que c'est les Lakers qui vont gagner, je peux pas lire l'avenir. Et Curry peut vraiment faire un match énorme. Je pense, et ça c'est vraiment un pressentiment, je sais même pas si ça va arriver, mais LeBron, il va arriver en mode déter dans ce match. Le play-in, ça lui plaît pas. Je pense qu'il va arriver en mode, je veux tout détruire en un seul match, directement, pour pouvoir me reposer un jour de plus, et ne pas avoir à jouer 2 matchs de play-in, pour ensuite enchaîner avec le premier tour face aux Suns. Donc voilà ce qui me fait un peu pencher pour les Lakers. Et du coup, les Warriors, ils vont avoir une chance de se qualifier face aux Spurs, parce qu'on a dit que les Spurs battaient les Grizzlies. Alors, les guards, bon, on a Stephen Curry, Jordan Poole, Juan Toscano Anderson, et de l'autre côté, Dejounte Murray, Patty Mills, et Lonnie Walker. Autant j'aime bien les guards des Spurs, hein. Autant il y a Curry, ça bégaye pas. Let's go, on approuve. Les ailiers, Wiggins, Oubre, Ken Bazemore, DeRozan, Rudy Gay, Keldon Johnson. Wiggins, j'aime bien. Oubre, de toute façon, il sera pas là. DeRozan, vous savez ce que j'en pense. Rudy Gay, vraie expérience. Keldon Johnson, super saison. Là-dessus, moi, j'approuve les Spurs. Les pivots, donc j'ai mis Draymond Green pivot parce que James Wiseman est absent et qu'il n'y a plus de pivot à part Kevon Looney, je le rappelle. Kevon Looney. Et de l'autre côté, on a Jacob Poeltl et Drew Eubanks. On peut rajouter aussi Gorgui Dieng. À mon avis, les deux joueront un peu. Popovic jouera entre les deux. L'argument que je vois le plus revenir, c'est Draymond au-dessus. Et je suis assez d'accord. Ouais, Poeltl, meilleur attaquant. Alors attention, Poeltl, meilleur scoreur, je dirais. Par contre, Draymond, attention, parce qu'en attaque, il n'y a pas que les points. En attaque, c'est le mec, il est dans le top 10 des meilleurs passeurs en NBA. En attaque, c'est aussi un client. Donc ouais, moi j'y vais pour Golden State. On parle des coachs. Steve Kerr contre Pop. Yoda contre Obi-Wan. J'aime bien la comparaison. Pop, pop, pop. Ça repart en pop. Ça pop dans tous les sens. Bon, de toute façon, moi aussi, j'aurais pick Pop. Maintenant, qui va gagner ce duel? Mon cœur dirait les Spurs. Ma raison dirait que Curry peut tout défoncer. Et de toute façon, les Warriors paraissent au-dessus. Ça va partir chez les Warriors. Donc désolé les Spurs, mais qui ont fait une belle saison. Et je suis persuadé que jouer ces 2 matchs de play-in donneront de l'expérience aux jeunes.
Et j'espère que Pop continuera l'année prochaine à former ces jeunes qui vont encore monter en puissance. Et je trouve que les Spurs, même si là je ne les vois pas se qualifier en play-off, ils vont vraiment monter en puissance et je pense qu'ils sont sur la bonne voie en tout cas. Donc si on récapitule, à l'Est, on a qualifié en Seed 7, on a qualifié les Wizards, qui joueront donc contre les Nets, selon nos prévisions. Et en 8, on a qualifié les Celtics, qui joueront contre les Sixers. À l'Ouest, on a qualifié les Warriors en 8, qui joueront contre le Jazz. Et on a qualifié en 7 les Lakers, qui joueront contre les Suns. Donc franchement, c'est lourd. Alors ça vous a plu, ce nouveau format, ce nouveau best-of qui permet à ceux qui n'ont pas vu les lives d'avoir un petit aperçu? Et puis quels sont les teams qui vont sortir du play-in selon vous? J'en veux 2 à l'Est et 2 à l'Ouest, mouillez-vous dans les commentaires. Sinon pour voir les lives en entier, vous imaginez, il n'y a qu'une seule solution, suivez-moi sur Twitch. Je vous remets le programme là, vite fait, n'hésitez pas à mettre sur pause et je vous attends dès mercredi matin 11h30 pour le prochain stream. Si vous voulez participer au choix du prochain sujet YouTube, ne manquez pas ça. Sinon vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Récemment, on a sorti une vidéo sur le très prometteur Chet Holmgren, qui pourrait avoir un bel avenir en NBA. Si vous ne connaissez pas encore ce gamin, allez très vite voir cette vidéo pour vous renseigner. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes la mif, le 4 à la suite, c'est comme ça qu'on référence bien une vidéo. Puis pour la force, rappelez-vous, il y a Tipeee aussi, c'est essentiel, mais ça vous le savez je crois, c'est grâce à ça que la chaîne continue à vivre. Merci à tous en tout cas d'être toujours au rendez-vous, quels que soient mes projets. Je vous kiffe du fond du cœur, je vous jure. À très vite.